Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'Élan africain. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Afrique Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire. En République démocratique du Congo, les combats font toujours rage entre les rebelles du M23 et l'armée régulière. Le Rwanda est toujours pointé du doigt comme étant le principal soutien du mouvement rebelle. Au Kenya, le président assure que son administration ne ménage aucun effort pour redresser le pays. William Ruto a prononcé son premier discours sur l'état de la nation. Premier sommet saoudo-africain, l'Arabie saoudite veut intensifier sa coopération avec le continent noir. Bienvenue encore. De violents combats se déroulent toujours à l'est de la République démocratique du Congo entre les rebelles du M23 et l'armée régulière qui accusent le Rwanda voisin d'être derrière les incessantes attaques de la rébellion. Cette semaine, les forces armées de la République démocratique du Congo ont positionné des drones à la frontière rwandaise pour mieux surveiller les mouvements des troupes qui viendraient en renfort du mouvement rebelle. Dans le même temps, l'armée affirme avoir déjoué une attaque de grande envergure du M23 et du Rwanda et a présenté à la presse du matériel saisi lors de la bataille. L'armée rwandaise opérant sous couvert du M23 a attaqué une des positions sur l'axe Karenga avec comme objectif s'emparer de cette position. Mais il faut savoir que les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute cet ennemi et nous avons tenu à présenter les effets militaires récupérés sur l'ennemi au commandant des opérations parce que bien évidemment c'est son commandement que cette opération de déjouer les aventures de M23 RTF a eu lieu. Donc, comme je le disais, nous avons tenu à présenter au lieutenant général Falsi Kabwe le matériel récupéré. Le Rwanda a toujours nié soutenir les rebelles du M23 et affirme que le problème de l'Est de la République démocratique du Congo est un problème interne, politique, qui devrait trouver une issue politique. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, l'a répété la semaine dernière à Yaoundé au Cameroun à l'occasion de la conférence ministérielle de la francophonie. Le gouvernement de la RDC a pris l'habitude d'accuser le Rwanda pour les faillites de gouvernance notoires qui caractérisent son pays, qui a décidé d'externaliser ses problèmes internes et a choisi le Rwanda comme le bouc émissaire qui doit être accusé de tout ce qui ne va pas bien. Il a oublié de vous dire qu'il y a plus de 200 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, dont des groupes armés génocidaires comme le FDLR. Il y a des problèmes de gouvernance notoires qui s'expriment par la discrimination contre certaines communautés de la République démocratique du Congo et qu'à l'est, il se passe un nettoyage ethnique. Tout cela, il a oublié de vous le dire. Il a mentionné les problèmes de déplacés internes. Il a oublié de vous dire que le Rwanda abrite plus de 90 000 réfugiés congolais et que l'Ouganda en compte probablement un plus grand nombre. Il a oublié de vous dire que les forces armées de la République démocratique du Congo se sont associées avec les groupes armés génocidaires et les milices diverses, avec les mercenaires européens pour mener la guerre contre une partie de la population congolaise. Avant même la résurgence de ce groupe armé, le M23, le gouvernement de la République démocratique du Congo avait décrété un état de siège dans la province du Nord Kivu et d'Ituri. Ça, c'était en mai 2021. Ça veut dire que ces problèmes existaient bel et bien avant la résurgence du groupe armée qu'il a cité. Tout cela, c'est de la diversion. Le problème est politique, c'est un problème interne et le gouvernement de la République démocratique du Congo devrait prendre le courage d'accepter la solution politique qui est proposée par les différents mécanismes régionaux et l'Union africaine. La question de la République démocratique du Congo est une question de gouvernance, c'est une question politique. Une solution politique s'impose et continuer à accuser le Rwanda de tout ce qui ne va pas à la République démocratique du Congo ne va certainement pas apporter une solution à ces problèmes. Je vous remercie.
Outre les querelles entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, la conférence ministérielle de la francophonie à Yaoundé a abordé différentes questions sur la vie de l'organisation. Concernant l'adoption du budget 2024 par exemple, 2 informations majeures étaient à l'ordre du jour. Premièrement, la révision à la hausse du barème des contributions statutaires. Deuxièmement, un engagement renouvelé de plusieurs États et gouvernements membres, qui ont maintenu, augmenté ou versé pour la première fois des contributions volontaires au bénéfice de la programmation de l'organisation francophone dont, pour la première fois de manière substantielle et inédite, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo et le Rwanda. Le président kényan, William Ruto, a prononcé jeudi son premier discours sur l'état de la nation devant les 2 chambres du Parlement dans une allocution censée donner une nouvelle impulsion à un pays confronté à de multiples problèmes. Le chef de l'État kényan voulait montrer à son peuple que son pays est à la manœuvre et qu'il s'attelait lui-même à la dure tâche de sortir le pays du trépas et le conduire sur la voie du succès. Lorsque j'ai pris mes fonctions, le 13 septembre 2022, je me suis engagé à assurer la transformation urgente de notre économie et à arrêter et inverser les tendances négatives du chômage galopant, des inégalités géantes et de la pauvreté généralisée, qui privent les Kenyans de leur dignité et éteignent leurs rêves, a-t-il déclaré au début de son discours. Malgré d'énormes défis et beaucoup de difficultés, nous avons réalisé des progrès encourageants dans une direction positive, a assuré William Ruto. Le président kényan a ensuite énuméré ce qu'il considère comme ses plus grands succès du programme Bottom-up de son administration. En premier lieu, il a cité la réforme du système judiciaire et de la police nationale. J'ai signé des instruments importants dès mon premier jour de fonction. Parmi eux, la nomination retardée de 6 juges à la Cour d'appel comme recommandée par la Commission du service judiciaire, l'augmentation de l'allocation au pouvoir judiciaire, la désignation de l'inspecteur général comme responsable comptable officier du service national de police pour renforcer son indépendance, a indiqué William Ruto. Il a également abordé la question cruciale du coût élevé de la vie qui, pour lui, est cause par le problème de la sécurité alimentaire. Je m'engage à mettre fin une fois pour toutes à la honte de la faim. Nous avons mis en place un programme national d'enregistrement des agriculteurs et de subvention des engrais. Nous avons progressivement réduit le coût des engrais, ce qui a eu, pour effet, l'augmentation de la superficie des maïs et l'amélioration de la production des maïs, a déclaré le président du Kenya. Concernant la question de la dette publique, William Ruto a déclaré « Nous devons admettre qu'en tant que pays, nous avons vécu en grand et bien au-dessus de nos moyens. Le moment est donc venu d'abandonner les faux conforts et les avantages illusoires, des dépenses inutiles et des subventions contre-productives à la consommation, par lesquelles nous nous enfonçons encore plus profondément dans le gouffre de la dette évitable. » Le président a également annoncé que le Kenya paierait en décembre de cette année la première tranche d'une euro-obligation de 2 milliards de dollars. Le conflit entre l'armée soudanaise et les forces paramilitaires rivales, qui est à son 7e mois, se rapproche du Soudan du Sud et de la région contestée d'Abyei, a averti lundi l'envoyé spécial de l'ONU pour la Corne de l'Afrique. Anna Serwatet a souligné les récentes saisies par la force paramilitaire de soutien rapide de l'aéroport et du champ pétrolier de Belila, à environ 55 km au sud-ouest de la capitale de l'État du Kordofan occidental au Soudan. Elle a déclaré au Conseil de sécurité de l'ONU que le conflit affecte profondément les relations bilatérales entre le Soudan et le Soudan du Sud, avec d'importantes conséquences humanitaires, sécuritaires, économiques et politiques, qui sont un sujet de profonde préoccupation pour les dirigeants politiques sud-soudanais. La réunion du Conseil de sécurité s'est penchée sur la force de maintien de la paix de l'ONU dans la région riche en pétrole d'Abyei, dont le statut n'est pas résolu depuis que le Soudan du Sud est devenu indépendant en 2011. La majorité des Ngok Dinka de la région sont favorables au Soudan du Sud, tandis que les nomades Misriya, qui viennent à Abyei trouver des pâturages pour leur bétail, préfèrent le Soudan. Avec les prises de Belila par les FSR, a déclaré Madame Tête, la confrontation militaire entre les 2 camps soudanais se rapproche de la frontière avec Abyei et le Soudan du Sud. Ces développements militaires sont susceptibles d'avoir des conséquences néfastes sur le tissu social d'Abyei, et sur la coexistence déjà fragile entre les Misriya et les Ngok Dinka, a-t-elle déclaré.
Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a déclaré au Conseil de sécurité que le déclenchement du conflit soudanais a interrompu les signes encourageants de dialogue entre le Soudan et le Soudan du Sud, observés en début de cette année 2023. Il a ajouté que le pays avait suspendu le processus politique concernant le statut final d'Abyei et les questions frontalières. Madame Tête a abondé dans le même sens, affirmant qu'il n'y a aucune volonté de la part des principaux dirigeants soudanais et sud-soudanais d'élever le statut d'Abyei. Elle a indiqué que les représentants des communautés d'Abyei sont conscients des conséquences néfastes du conflit sur la reprise des pourparlers sur la région, et a exprimé la nécessité de maintenir le différend d'Abyei à l'ordre du jour de l'ONU et de l'Union africaine. Les dirigeants de 50 pays du Moyen-Orient et d'Afrique se sont réunis vendredi à Riyad en Arabie Saoudite pour le premier sommet saoudo-africain. À l'issue de cette rencontre, les participants ont adopté la « Déclaration de Riyad », une feuille de route établissant les fondements d'une coopération entre les deux parties. La déclaration de Riyad insiste sur le respect de la souveraineté des pays, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et le bon voisinage fondé sur le principe de l'égalité, du respect mutuel et des intérêts communs entre les pays, conformément au droit international. Le texte met aussi l'accent sur la coordination dans le domaine de la défense et l'unification des efforts pour lutter contre le terrorisme et l'extrémisme sous toutes ses formes. Le sommet saoudo-africain a plaidé pour une intensification de la coopération dans le domaine de la sécurité maritime, comme l'un des facteurs de stabilité et de développement des pays, de manière à contribuer au renforcement et au maintien de la sécurité de l'environnement maritime, et à la lutte commune contre la criminalité organisée. Les participants ont salué l'adhésion du Royaume d'Arabie Saoudite à la présidence du groupe de réflexion sur les affaires africaines, affilié à la coalition internationale contre l'organisation terroriste Daesh, aux côtés des États-Unis d'Amérique, du Royaume du Maroc et des républiques d'Italie et du Niger, et son soutien financier à ce groupe d'un montant de $2 millions américains.
Les participants au sommet de Riyad se sont par ailleurs prononcés pour l'arrêt immédiat de la guerre dans la bande de Gaza et la création des conditions du retour de la stabilité et de la paix. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Il ne me reste qu'à vous rappeler les titres principaux. En République démocratique du Congo, les combats font rage entre les rebelles du M23 et l'armée régulière. Le Rwanda est accusé d'être le principal accusé du mouvement rebelle. Le président kényan assure que son administration ne ménage aucun effort pour redresser le pays. William Ruto a prononcé son premier discours sur l'état de la nation. Premier sommet saoudo-africain, l'Arabie saoudite veut intensifier la coopération avec le continent noir. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de l'édition d'Afrique HBDO de ce dimanche 12 novembre 2023. Prochain rendez-vous dimanche 19 novembre 2023.